Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de cette série de tutos sur le Kawaii Slender, le petit jeu d'horreur tout mignon pour apprendre à créer des jeux sur Unreal Engine 5.6.1. On va attaquer l'intelligence artificielle sur Unreal, avec notamment des éléments comme le behavior tree, le blackboard, etc. Ne vous étonnez pas, cet épisode va s'arrêter un peu promptement, un peu brusquement, tout simplement parce qu'en fait je vous ai fait un enregistrement complet de A à Z pour rajouter notre poulet, donc, et son comportement de base d'intelligence artificielle, donc se promener et nous courser lorsqu'il nous voit. Sauf que le problème, c'est que quand je me suis rendu compte au montage que la vidéo faisait plus d'une heure, j'ai fait oula, oula, déjà que c'est un peu velu parce qu'on aborde des concepts et des façons de procéder qui sont un peu différentes. Donc je me suis dit qu'une heure sur un truc vraiment un peu plus hard, ça allait être peut-être un petit peu compliqué à digérer. Donc j'ai coupé la vidéo en deux. Ça tombait globalement bien en termes de timing. On était à peu près à moite-moite pour avoir une coupure à peu près correcte. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si cet épisode se termine un peu brusquement, c'est normal. Vous aurez la suite très bientôt. Peut-être que je ferai la suite d'ailleurs plus rapidement que d'habitude pour que vous puissiez avancer aussi rapidement. Donc en gros, ce qu'on va voir dans ces deux vidéos, dans la première, vous n'aurez aucun visuel, mais dans ces deux vidéos, voilà, on va faire courir notre Slender. On va déjà créer notre Slender. On va le faire se promener et nous courser. Et surtout, il va falloir qu'on puisse le semer. Donc ça va être un peu galère. Il me court toujours, hein. Ça fera partie des petits réglages que vous pourrez faire par la suite. Donc ça, vous ne l'aurez pas à la fin de cette vidéo, mais à la fin de la prochaine vidéo. Donc il faudra être un petit peu patient, il va falloir s'accrocher un petit peu, il y a beaucoup de choses à voir, c'est pour ça que je préfère la couper en deux, plutôt qu'en un seul gros morceau. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, bon courage, en tout cas accrochez-vous. Il n'y a rien de très difficile, c'est juste qu'il va falloir réfléchir à certaines choses un peu différemment. On va utiliser des termes différents de ce qu'on utilisait avant, mais au fond, ça fonctionne pareil. Mais c'est comme ça, c'est dans le moteur. Toujours est-il qu'on va enfin avoir commencer à avoir un jeu qui ressemble à quelque chose. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, bah écoutez, bon tuto, bon courage, accrochez-vous. Et puis bah vous jouez. Et donc on va enfin attaquer cette intelligence artificielle, ce Slender, cette poule de l'enfer qui va nous pourchasser et qui va chasser la mort jusqu'à la mort. Donc, première chose, on va réouvrir notre tiroir à contenu. On va dans Blueprint. On va créer un petit dossier qu'on va appeler Slender, dans lequel en fait on va tout ranger, tout ce qui concerne notre ennemi, notre Slender, notre poule. Je vais l'appeler Slender, hein, m'en voulez pas. On est là pour faire quelque chose de sérieux, de sombre, d'inquiétant. Et quoi de plus inquiétant qu'une poule? Bref, j'adore les poules. Donc dans Blueprint, on se crée un petit dossier Slender. Dedans, on va créer un acteur, donc on va créer un personnage pour notre poule. Un petit clic droit, classe de Blueprint. Ici, on va bien choisir un personnage, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va recevoir des commandes et qui va pouvoir se déplacer. Mais c'est pas un joueur. Qu'à l'inverse du personnage, le personnage, lui, n'est pas un joueur, mais par contre, le player controller, lui, ça va contrôler le joueur. On comprend bien un personnage. On va l'appeler BP Slender. Ok. Ensuite, on va ouvrir ce BP Slender. Parfois que je le renomme. Hop. Donc une petite majuscule. Ça, c'est... pardon. Le stress. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais essayez de rester cohérent avec votre système de nommage. Donc, on va dans le BP Slender, on l'ouvre, et on va tout de suite aller dans Mesh. Et Mesh, c'est là où on va changer donc notre skeletal mesh, notre personnage, qui pour l'instant n'existe pas, il est vide. Et on va aller donc dans maillage, skeletal mesh assets, et on va chercher le SKM Chicken 001. Et donc il apparaît au milieu de ma capsule. Cette capsule, on va laisser la capsule. On aurait pu faire plutôt une sphère de collision. Donc cette capsule, j'avais pas encore parlé,
Ce qu'on aperçoit ici, c'est tout simplement notre collision basique de nos personnages. Donc pour notre poulet, on aurait pu faire une sphère, puisque le, le poulet pardon, est quand même plus proche d'une forme sphérique que d'une forme de capsule. On va rester sur la capsule pour l'instant, on va quand même faire quelque chose d'assez simple, puisque ça entraînerait d'autres modifications par la suite. Même si on va pouvoir modifier après la taille de la capsule, on pourra, tiens, modifier, j'ai pas prévu, on va le faire ici. Toujours est-il qu'on reprend notre mèche, on va le faire tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Alors attention, j'ai fait exprès d'utiliser des mots comme ça. Anti-horaire, donc dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Aiguille d'une montre, ça serait comme ceci. Et anti-horaire, à l'inverse du sens horaire, bah, c'est bien sûr dans le sens opposé. Donc ça, vous pouvez le faire tourner à la main en tapant moins 80, enfin en visant le moins 90 qui s'affiche. Hop, je vais me remettre là pour refaire voir. Voilà, j'ai moins 90 qui va s'afficher. Ou soit vous pouvez taper directement dans rotation dans les détails, moins 90. Et si vous êtes joueur, vous mettez 270 plutôt qu'une valeur négative. Ça change à rien. C'est juste pour dire, hey, je sais qu'un cercle fait 360 degrés. Mais ça ne change strictement rien. Donc vous pouvez simplement le tourner à la main si vous préférez. Ensuite, on va essayer de se caler un petit peu sur le côté. Alors on va galérer un petit peu comme ça, donc plutôt que de galérer, on va aller dans perspective au-dessus du viewport, et on va aller chercher par exemple gauche ou droite, ou avant, ou arrière. L'objectif c'est de voir notre poulet de côté, ou de face, mais pas en diagonale. Hop, et donc je vois mon poulet, et maintenant je vois que mon poulet est beaucoup trop petit. On va l'agrandir, et pour faire ça on va aller dans échelle. Vous avez du coup la possibilité de l'agrandir à la main. Alors bien sûr, j'ai choisi le mauvais axe, celui qu'on ne verra pas. On va prendre, tiens, sur le Z. Hop, comme ça, mais du coup, on va l'étirer. Si on veut le garder proportionnel, soit on modifie les trois valeurs à la fois, soit on appuie sur le petit cadenas ici, et je vais taper par exemple x4. On va faire un gros poulet. Voilà, un bon gros poulet qui va nous pourchasser, comme on dit. Ok, maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir le descendre. L'objectif, c'est de mettre à peu près ses pattes au niveau du bas de la capsule. Tac, voilà, puis on va le ravancer un petit peu, voilà, histoire qu'il soit à peu près centré, quoi. Ok, on peut revenir sur notre vue perspective. Tac, et là, voilà, on commence à avoir un truc. D'ailleurs, poulet, poule. Les spécialistes, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Moi, je dirais poulet. Mais en même temps, je sais pas trop. De toute façon, poulet, poule. Gallinacé, dirons-nous. Ça va être gallinacé. Ok, bref, allez, on compile, on sauvegarde, on n'est pas là pour compter les œufs. On va réouvrir notre tiroir à contenu. Et dans ce tiroir à contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Blackboard et un Behavior Tree. Dans l'ordre Behavior Tree, puis Blackboard. Le Blackboard, globalement, c'est un objet qui va stocker des variables qui vont pouvoir être utilisées dans le Behavior Tree. Le Behavior Tree, c'est un type de blueprint, mais plutôt du côté organisation de code. Avec le Behavior Tree, on va créer des tâches. Les tâches vont être des actions et des ensembles d'actions. Donc là, on aura vraiment du blueprint classique, comme ce qu'on a déjà vu précédemment. Le Behavior Tree, la disposition, vous allez voir, va être un petit peu différente. C'est vraiment plus pour organiser visuellement le fonctionnement de l'intelligence artificielle des personnages qu'on est en train de créer. Si on devait tout faire avec des nodes blueprint classiques, c'est ce qu'on faisait au tout début, c'est ce que j'avais fait dans la première série Kawaii Slender, c'est très très vite le bordel et c'est rapidement impossible à maintenir. Donc là, l'avantage, c'est que le behavior tree, donc qui veut dire arbre des comportements en anglais, ça va nous offrir une visualisation globale de tous les comportements possibles de notre IA, beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus facile à maintenir. Donc, on va se faire un petit clic droit, on va aller dans Intelligence artificielle, et on va commencer par une arborescence de comportement. L'arbre des comportements, le behavior tree. On va l'appeler BT_Slender, bien sûr.
Et tant qu'on y est, on va créer le blackboard correspondant. Donc dans intelligence artificielle toujours, tableau noir. Donc je vais l'appeler bébé, non pas pour Brigitte Bardot, ni pour BB8, mais bien pour blackboard. Et on va l'appeler bébé_slender. Je rappelle, le blackboard ne sert qu'à stocker des variables, qu'à utiliser des variables. Il sert d'interface entre... encore. Il y a encore une autre interface qu'on va rajouter après. Mais en gros, on va lui envoyer lui modifier des variables à lui. Et après, le behavior tree va récupérer ces variables-là. Ok, on ouvre notre behavior tree. Et là, donc, on arrive sur une nouveau type de blueprint. Ici, vous allez voir que notre behavior tree va surtout se dérouler à la verticale. On va voir tout ça ensemble. Première chose, vous allez aller dans Détail, dans Arbre de comportement. Et normalement, si vous avez fait dans l'ordre, vous devriez avoir votre bébé Slender qui est déjà sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez la petite liste et vous le sélectionnez, bien entendu. Pensez à vérifier ça, parce que sinon après, ça va vous bloquer mais pour pas grand-chose, juste parce qu'on n'a pas vérifié tout ça. Alors, notre behavior tree, notre arbre de comportement. Ici, on a le root, donc c'est un petit peu le démarrage de notre intelligence artificielle. Et dedans, on va mettre ce qu'on appelle des sélecteurs, des séquences, des choses comme ça. Les séquences, c'est tout simplement exécuter plusieurs actions, une à la fois. Les sélecteurs, ça va être tout simplement sélectionner quelle action ou quel groupe d'actions on va faire en fonction de tel ou tel événement. Alors, en fonction globalement de certaines variables qui seront dans le blackboard, dans le tableau noir. On va rajouter plein d'autres choses derrière. Et vous allez voir que, au final, c'est relativement simple à prendre en main au début. C'est beaucoup plus facile à lire et à maintenir, donc à modifier avec un arbre de comportement que le système qu'on utilise un petit peu basiquement avec du blueprint classique. Même si on va quand même faire les mêmes choses derrière, mais ça sera beaucoup mieux organisé. Et pour avoir une intelligence artificielle d'un personnage vraiment intéressante et vraiment poussée, c'est vrai que le blackboard est beaucoup plus facile à développer et à réfléchir. Ok, allez, du coup, on va attaquer à force de blablater, vous allez vous endormir. On va étirer notre petite flèche, donc en prenant le petit rectangle sous le root ici, hop, on va tirer vers le bas. Et là, on va mettre un sélecteur. De toute façon, vous voyez, par défaut, j'ai trois choses. Le sélecteur, la séquence et le simple parallèle. Donc le sélecteur, c'est en gros un branch, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, hein, à savoir si on fait ça ou ça. Ou ça, ou ça, ou ça, hein. D'ailleurs, on peut en mettre plusieurs. J'allais encore faire une vanne, mais je vais arrêter avec les jeux de mots pourris. On peut mettre vraiment plusieurs choses à la suite dans un sélecteur. Ensuite, la séquence, comme je vous le disais, ça va être lu bloc par bloc, de gauche à droite. Et enfin, le simple parallèle, normalement, c'est les deux qui vont se mettre en même temps, qui vont tourner en même temps. Et après, on peut rajouter des commentaires pour améliorer la lisibilité de notre behavior tree. Donc nous, on va prendre un sélecteur, puisqu'on veut que notre IA, que notre Slender, ait deux comportements. Globalement, on veut d'un, bien sûr, qui pourchasse le joueur, et quand il voit pas le joueur, quand il n'entend pas le joueur, on veut bien tout simplement qu'il se promène tout autour de la carte, à la recherche un petit peu du joueur. Donc par défaut, son comportement, c'est qu'il va se promener aléatoirement sur la carte, et s'il voit le joueur, il va courser le joueur, il va partir à courir derrière le joueur. Donc on a vraiment deux options différentes, deux actions bien différentes. C'est pour ça qu'on va mettre un sélecteur. Ensuite, on va étirer. Donc le sélecteur, on aura deux choix. Et en étirant la première fois, on va prendre une séquence. On va réétirer une deuxième fois, qu'on va remettre une autre séquence. Ok ? On va reprendre la première séquence et on peut changer son nom. Le nom du node en haut à droite. Et c'est ce qu'on va faire. On va mettre recherche. Cherche. Oula, oulala, oulala. Recherche. Ah, je suis désolé. Une longue journée de boulot. Donc, recherche. On va prendre le deuxième. Et au lieu de séquence, on va mettre poursuite. Hop, voilà. Comme ça, on sait que tout ce qui sera après cette séquence-là, ça sera pour la recherche. Tout ce qui sera après celle-ci, ça sera pour la poursuite. Donc maintenant, on va enfin pouvoir attaquer un petit peu le côté plus classique du blueprint.
on va devoir créer des tâches. La première tâche, ça va être de rechercher le joueur, donc de se promener aléatoirement. La deuxième, ça va être de poursuivre. Pour l'instant, on a juste dit, on a juste trié un petit peu nos idées, mais on n'a pas encore développé, on n'a pas encore programmé tout ça dans Unreal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle tâche. La première tâche qui va être vraiment de rechercher le joueur. On va cliquer sur Nouvelle tâche en haut sur la gauche. On vérifie qu'on est bien dans notre dossier Blueprint, Slender, et je vais créer un nouveau dossier. Clic droit, un nouveau dossier que je vais appeler tâche. Ah, je vais en avoir que 2. Hein. Donc, bon, on pourrait les mettre à la racine. Prenons de bonnes habitudes. Ou des habitudes pas trop pourries. Je rentre dans mon dossier Blueprint, Slender, tâche. Et dans le nom qui est en bas, au lieu de Blueprint base new, je vais tout simplement l'appeler recherche. Est-ce que du premier coup? Yes, du premier coup. Applaudissez. Donc BTT task recherche, donc une behavior tree task, donc une tâche d'arbre de comportement qui s'appelle recherche, enregistré. Et là on arrive du coup sur un blueprint beaucoup plus classique qu'on connaît déjà. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir, alors comment on dit en français, c'est substituer, et en anglais c'est override, c'est-à-dire qu'on va, il y a déjà des fonctions qui existent, qui tournent en arrière-plan, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu une des fonctions qui existe déjà. Donc on va aller dans Fonction en haut à gauche et sur Substituer, on va cliquer, on va Receive, Execute AI. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une intelligence artificielle qui nous envoie des infos, eh ben on va pouvoir développer notre code, on va pouvoir répondre aux infos qui nous sont envoyées. Donc pensez bien au AI, donc pour Artificial Intelligence. C'est pas ChatGPT, mais ça sera quand même un peu intelligent. Donc Receive Execute AI, donc ça c'est un événement. En plus on a le nom, Event. Quand on reçoit des ordres d'exécution de la part d'une intelligence artificielle, alors on va exécuter tout ça. Ce qu'on va devoir exécuter, en fait, c'est exactement ce qu'on aurait mis dans un blueprint classique, dans notre pool, ici, dans notre poulet. On va tout simplement faire un AI move to. Donc on étire et on a du coup un node ici qui s'appelle AI move to. Donc l'intelligence artificielle déplace-toi vers et qui va nous permettre de nous déplacer aléatoirement. Parce qu'ici on est en mode recherche. En fait, on utilisera le même node de déplacement vers le joueur lorsqu'on sera en mode poursuite. Donc, le pawn qui va devoir bouger, donc notre intelligence artificielle, c'est le contrôled pawn, c'est-à-dire que c'est notre poulet, c'est l'objet, notre BP Slender, c'est lui qui va être contrôlé par l'intelligence artificielle d'Unreal, donc on relie contrôled pawn à pawn, c'est lui qui va devoir se déplacer. Vous allez voir, pour l'instant, on n'a pas encore fait le lien, et on va le faire quasiment à la fin. Et ensuite, eh bien, où est-ce qu'on va aller, donc en destination? On va aller dans un point aléatoire autour du poulet, autour du pawn. Donc pour faire ça, on va tout simplement étirer encore une fois le contrôle pawn et on va se faire un petit get contrôle et je me suis trompé. Get actor, pardon, c'est pas le contrôle, c'est get actor. Tac tac tac, il est où? Il est là. Get actor location. Donc on récupère la position actuelle du poulet. Et on va chercher avec un get random reachable point in radius. On va chercher un point atteignable dans un rayon de... Alors on va mettre tout de suite le rayon, on va mettre 1000. C'est un peu correct. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un endroit auquel, au niveau duquel peut se rendre notre poulet, avec cette fonction. Et si on a trouvé un endroit où aller, eh ben, on y va. Hop, donc on relie la random location, la position aléatoire, à la destination. Pourquoi est-ce qu'on met absolument l'origine au niveau du poulet? C'est qu'à chaque fois, le poulet va se déplacer, ou la poule, pardon, ou le slender, vont se déplacer, et donc il faut qu'on cherche un point autour d'eux, parce que sinon ça pourrait être beaucoup plus compliqué. On pourrait très bien imaginer de faire une origine au centre de la map, avec un rayon beaucoup plus grand. Donc l'origine ne bougerait pas, mais ça serait moins naturel peut-être.
Ok, et il nous manque un truc ultra important. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais on le fera sur la deuxième tâche. Il nous faut absolument une notion de fin de notre tâche. Il faut absolument que notre behavior tree, que notre arbre de comportement, sache quand cette tâche est terminée. S'il ne le sait pas, en fait, il va la faire tourner, et il n'y aura que cette tâche-là qui tournera. Donc il faut absolument rajouter un node qui va s'appeler finish execute on success. Donc on ne prend pas la première exécution, mais on prend bien lorsque la tâche est successful et terminée. Eh bien, on finish execute et on envoie la variable boolean success. Donc on pense à cocher success. Ok. Maintenant, on va revenir sur notre behavior tree, sur notre arbre de comportement. Et dans recherche ici, eh ben, on va étirer, on va appeler notre tâche. Et alors, coup de bol, directement là. Donc vous en aurez beaucoup, on va taper les noms. Et donc on va appeler notre BT task recherche. Donc ce qui va se passer, c'est que notre intelligence artificielle, elle commence là, elle vient sur le sélecteur, elle n'a pas trop d'infos sur qui commence, sur ce qu'elle doit faire, donc elle va commencer à gauche. En fait, elle passera pour l'instant jamais à droite, on va voir ça après. Donc elle commence à gauche, ici on a une séquence, donc tout va se lire de gauche à droite, et elle va exécuter en premier la recherche. Donc, trouver un point et déplacer l'intelligence artificielle, déplacer le Slender sur ce point. Une fois arrivé au point, ben, vu qu'on ne sait pas euh, ce qu'il faut faire ici avec le sélecteur, elle va reprendre la séquence à 0. On a un seul objet dans la séquence, on a une seule tâche, donc elle va reprendre indéfiniment cette tâche-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pause à la fin de la recherche. Donc on réétire la sortie de notre séquence, et on va chercher tout simplement un wait. Ici, on va avoir du coup deux petits paramètres dans les détails. Alors, vous pouvez renommer hein, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Il y a pas trop de... Là, il y a moins d'importance peut-être. Wait time, moi je vais mettre 3 secondes. Et en random deviation, en fait, c'est... Vous allez voir, je vais mettre 1 seconde. L'idée, c'est de rajouter un petit peu d'aléatoire. C'est-à-dire que si je mets random à 0, ça sera toujours 3 secondes de pause. Si je mets par exemple 1 seconde de déviation, ça pourrait être entre 2 et 4 secondes. Ça pourrait être 3, ça pourrait être 2,5, etc. Et là, en ayant mis le random deviation, dans pause, on a bien le wait 3 secondes, plus ou moins 1 seconde. Ça permet d'avoir un truc un petit peu plus random. Si jamais on a le joueur qui suit la poule et qui la regarde, ça lui paraîtra un petit peu plus naturel. Voilà, c'est petite astuce. Comme ça coûte pas grand-chose. Et ça fonctionne plutôt bien. Ok, maintenant, on a donc notre boucle de recherche. On recherche, petite pause, on recommence la recherche, petite pause, on recommence la recherche, petite pause, etc. etc. Maintenant, bah, il faut qu'on fasse la poursuite. Pour faire la poursuite, on va faire nouvelle tâche. Vous en sélectionnez une des deux, peu importe. Dans la blueprint base, on s'en fout. Vous retournez dans tâche, vous renommez votre tâche en bas en poursuite. On enregistre. On arrive donc sur un nouveau blueprint. Comme tout à l'heure, on va récupérer la fonction receive execute AI. Et comme tout à l'heure, on va tout de suite mettre notre node niche. On saisit hein, le nombre de fois où je me suis fait avoir. Niche execute, et on coche tout de suite success. Maintenant, eh ben, on va réutiliser tout simplement notre AI move to, puisque l'objectif est toujours de déplacer notre intelligence artificielle. On relie le on success directement à notre finish execute. Qui est-ce qu'on déplace? Toujours notre pawn, donc toujours notre slender. Et où est-ce qu'on va? Eh bien là, on va aller au niveau du joueur, au niveau du personnage du joueur. Pour faire ça, au lieu de mettre une destination, on va mettre le target actor, et automatiquement, Unreal va traduire ça en coordonnées. Il va traduire cet acteur, va récupérer les coordonnées de cet acteur automatiquement pour s'y rendre. Donc on va aller faire un petit clic droit et on va chercher un petit get player character. Get player character.
on le relie à la target, on compile, on vérifie tout ça. Et ce qu'on peut aussi se faire un petit peu pour être un peu tranquille, c'est vrai que je l'ai pas fait sur l'autre, mais on va le faire tout de suite. On a ici un rayon d'acceptabilité, un rayon de marge qui est à 5 unités, on va le mettre à 100. De mémoire, ça fait 1 mètre. Ce qui fait qu'en fait, on va s'arrêter, notre intelligence artificielle va s'arrêter à 1 mètre du joueur. Mais vous inquiétez pas, on réglera tout ça par la suite. On peut aller du coup dans recherche et faire la même chose. Modifier l'acceptance radius, mettre à 100. Voilà, donc ma poursuite, elle est un petit peu plus simple, mais efficace. On revient sur notre behavior tree, et là maintenant, eh ben, on prend notre poursuite, on va rechercher tout simplement notre BT task poursuite. Ok, donc maintenant, eh ben, on a soit la possibilité de rechercher notre joueur, soit la possibilité de le poursuivre. On se rajoutera probablement quelque chose plus tard lorsqu'on fera la condition de défaite, lorsqu'on sera attrapé par le joueur, par le Slender, pardon. On se rajoutera quelque chose ici. On testera avec différentes variables, mais pour l'instant, on est vraiment juste dans la recherche poursuite. Le problème, c'est que par défaut, vu que notre behavior tree, notre comportement, va commencer par la gauche, avec le sélecteur, en fait, il va rester toujours dans cette boucle-là. Il va toujours rechercher. Il ne va rien se passer, il ne passera jamais à la poursuite. L'idée, ça va être de dire maintenant au sélecteur, attention, s'il se passe tel événement ou si telle variable est modifiée, il faut que tu passes du mode recherche au mode poursuite. Et inversement. Donc pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des décorateurs. Des décorateurs. Alors ce n'est pas Valérie Damido, mais j'ai pas trop saisi la traduction. Mais écoutez, ce sont des décorateurs, des decorators. Donc pour faire ça, on va prendre notre node de séquence, recherche, clic droit dessus, ajouter un décorateur, et on va prendre le blackboard directement. C'est-à-dire qu'on va aller interroger notre tableau noir qu'on a créé tout à l'heure. Pour l'instant, on ne l'a pas utilisé. C'est le moment, justement. Donc, on va aller sur on va sélectionner notre décorateur blackboard, et tout de suite, on va faire la même chose sur poursuite, clic droit, ajouter un décorateur blackboard. Hop. Alors, n'hésitez pas à rapidement réorganiser. C'est fait pour. L'intérêt du behavior tree, c'est d'avoir un truc un peu lisible. Alors, mettez de l'espace. Ok, donc on a rajouté nos décorateurs, et pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et donc en fait, vous allez sélectionner votre premier Blackboard Based Condition, votre premier décorateur sur la recherche, et on va aller dans les détails. Dans les détails, on va voir le Notify Observer, c'est-à-dire que c'est quand on a un résultat qui change, il va se passer des choses. Et l'observateur abandonne, je ne suis pas trop fan de la traduction, mais c'est ce qui va permettre, comme le dit le tooltip, de régler le contrôleur de flux, c'est-à-dire qu'on va identifier un petit peu le bloc de conditions. Donc ça va être ce bloc-là. Donc on resélectionne notre Blackboard Base Condition. Dans l'observateur en mode on va mettre Self. En fait, ça va nous permettre de prioriser un petit peu les différents blocs d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'une fois que je suis passé à Self ici, eh bien, j'ai mon bloc qui s'est coloré, qui s'est mis d'une certaine couleur. C'est-à-dire qu'en fait, ce bloc de recherche va vraiment tourner ici, va être séparé de notre poursuite, alors même si ça se voyait visuellement ici, mais c'est ce qui va nous permettre de relier la condition du sélecteur. Et c'est grâce à ce décorateur qu'on va pouvoir comparer, dans notre cas, une variable booléenne, pour savoir si on voit le joueur ou pas. Et donc c'est là où le sélecteur va se dire, ok, j'ai l'info que si on voit pas le joueur, on le recherche, si on voit le joueur, on le poursuit. Vous voyez, c'est un petit peu différent qu'une simple branche. Ça peut paraître un petit peu plus compliqué, sauf que là, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir 12 blocs, 12 séquences l'une à côté de l'autre, avec 12 états différents, sans avoir 12 conditions branch imbriquées dans un blueprint. Donc on comprend plutôt le côté organisationnel, même si c'est une logique un tout petit peu différente. D'un point de vue organisation et d'un point de vue lisibilité, on est vraiment un cran au-dessus. Ok, donc on a fait ça pour le premier décorateur. Eh ben, on va faire la même chose pour le deuxième, de la poursuite. On le sélectionne, on va mettre Self. On enregistre,
Et là, maintenant, on va pouvoir bricoler notre blackboard, notre tableau noir. Pour ce faire, plusieurs options. Soit vous l'ouvrez directement dans le tiroir à contenu, soit, hop, là je cache tout ça, soit vous l'avez directement en haut à droite ici. On va cliquer dessus. Et là, on va rajouter une clé. Donc une clé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une variable. Sauf qu'on ne va pas lui mettre de valeur spécialement par défaut. Même si on doit pouvoir, j'avais même pas vérifié. Ah là 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 là, je ne le fais jamais. Donc on va créer une nouvelle clé qui va être un booléen. Et on va tout simplement l'appeler voix joueur. L'idée, c'est juste de savoir est-ce que notre intelligence artificielle voit le joueur ou non. On a différentes descriptions, vous pouvez modifier les catégories. Alors c'est vrai que je n'avais pas parlé de tout ça. On verra peut-être sur d'autres vidéos beaucoup plus tard, les catégories pour trier un petit peu nos clés et nos variables sur les blueprints plus classiques. Et donc maintenant qu'on a cette clé, cette variable dans notre blackboard, on va revenir sur notre arbre de comportement. Et donc dans notre condition ici poursuite, on resélectionne notre decorator, donc l'espèce de rectangle bleu, le blackboard base condition. Et ici on a juste à modifier dans tableau noir, kQuery, donc la requête vers la clé. On vérifie si la clé est set, donc si elle est true, si elle est vraie, si notre booléen est vrai. Et surtout, par contre, on doit vérifier que c'est bien la bonne clé. Et si je regarde sur le tableau noir, j'avais une clé self-actor déjà créée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autre clé. Hop, je reviens ici. Donc dans Blackboard Key, ça va être voix joueur, donc le booléen que j'ai créé. Ce qui veut dire, alors là, effectivement, vous pourriez renommer aussi, ce qui veut dire que si mon IA voit le joueur, alors le sélecteur, lui, il sait qu'il doit lancer cette séquence. Ok? Sauf que là, le problème, c'est que pour notre recherche, il faut qu'on fasse la même chose. Donc on revient sur notre recherche ici. On va modifier la Blackboard Key, on va reprendre le voix joueur. Mais là, il ne faut pas que la clé soit vraie. Il faut que notre IA ne voit pas le joueur pour pouvoir déclencher tout ça. Donc au lieu de is set, on va tout simplement is not set. C'est tout simplement l'inverse. Donc ça y est, on a fini avec notre behavior tree, alors qui est très simple par rapport à des IA beaucoup plus avancées. Mais déjà, on a vu un petit peu à quoi ça servait. L'utilité du behavior tree, moi, je trouve que c'était important de vous parler de ça aussi, de cette à quoi ça sert par rapport à du blueprint classique. C'est beaucoup plus facile à lire. Et donc maintenant, il faut quand même qu'on utilise un petit peu tout ça, parce que pour l'instant, c'est cool, on a fait des trucs, mais on n'a rien testé du tout. Je sais que c'est long, je sais que c'est un peu velu, mais on va pouvoir enfin attaquer et tester tout ça.